Bonjour, bienvenue à tous dans cette session consacrée à la maison de retraite bienveillante grâce aux nouvelles technologies. Alors un titre un brin provocateur après plusieurs mois, ici en France en tout cas, de polémiques sur les conditions de vie des personnes âgées dans certaines résidences, notamment privées, avec des investigations, des plaintes collectives et même maintenant, depuis quelques jours, des condamnations. Est-ce que la e-santé peut changer la donne? Comment est-ce qu'elle est intégrée aujourd'hui? Comment nos voisins européens également s'appuient sur des nouvelles technologies pour apporter une meilleure qualité de service aux personnes âgées, mais aussi, il ne faut jamais oublier, à tous les soignants qui s'occupent d'elles. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette session avec Bart Collet. Bonjour, vous êtes belge, ancien directeur d'un établissement pour personnes âgées durant 25 ans, donc vous connaissez parfaitement le sujet. Aujourd'hui, vous êtes directeur de la société Hyper Advancer. Le docteur Charles Alési qui est avec nous également aujourd'hui. Bonjour, Charles Alési, britannique comme son nom l'indique, conseiller principal auprès du service public de santé en Angleterre et cofondateur d'Edito Health. Le docteur Laurence Boris, qui lui n'est pas citoyen de Sa Majesté, comme son nom ne l'indique pas, mais qui est praticien hospitalier. Si, en plus, vous avez vous voyez, je vous dis des bêtises, vous avez la double nationalité, et qui est praticien hospitalier, gériatre à l'hôpital du Val d'Ariège. Plus proche de nous, Philippe Péridon, qui est directeur général du centre hospitalier de Castres-Mazamet, voilà, centre intercommunal. Et puis enfin, David Mauger, qui est directeur général du groupe Edenis, qui est parrain de cette table ronde. David Mauger, un petit mot sur ce groupe Edenis, qui est un groupe privé non lucratif, on le précise, bien implanté sur la région, et notamment autour, pas que, mais autour des personnes âgées. Expliquez-nous combien d'établissements, ce que vous faites. Eh bien, effectivement, nous sommes un groupe associatif, près de 40 ans d'accompagnement auprès de la personne âgée. On est installé dans la Haute-Garonne et dans le Tarn-et-Garonne avec 21 établissements, dont 19 EHPAD qui, effectivement, comme vous l'avez dit, font la une depuis le début de l'année. Ouais. Avec la volonté justement de rester un groupe implanté localement, pas de volonté de développer des maisons pour personnes âgées un petit peu partout en France ou ailleurs. Quand on considère qu'on fait bien son travail, on a envie forcément de grandir. Pour autant, il est important de rester en proximité. Et notre siège est à Toulouse, et donc on a la vocation de grandir à notre main sur partage d'huile, j'ai envie de dire, autour de l'Occitanie. Ouais. Un petit mot, même si ce n'est pas le sujet de la table ronde, mais je suis quand même obligé de vous poser la question, un petit mot, une petite réaction sur les scandales qui sont vraiment des scandales à répétition depuis plusieurs mois, qui ne touchent pas un, mais plusieurs groupes aujourd'hui privés de maisons de retraite ou résidences seniors ou maisons pour personnes âgées. Comment est-ce que vous vous situez, vous, dans cette polémique ? C'est jamais agréable de faire la une de la presse quand c'est pour être attaqué sur tous ces sujets. Alors, ce n'est pas vous qui l'a faite, la une de la presse. Non, bien ce sont sûr, certains de vos collègues. Bien sûr, mais vous avez parlé beaucoup de confiance sur la table ronde précédente. Très clairement, aujourd'hui, le métier fait face à une crise de confiance, et tous les acteurs doivent travailler pour réhabiliter cette confiance-là. On a cette chance-là d'être associatif, ce qui crée une espèce de protection naturelle, une protection naturelle, puisqu'on a beaucoup parlé des opérateurs privés. Nous, on ne peut pas nous targuer de faire du profit sur le dos des résidents et des personnes âgées, puisque tout le profit du groupe est réinvesti dans l'œuvre du groupe au service des salariés et des résidents. Donc, pour autant, comme je vous disais, il faut faire face à ce défi de confiance. Ouais, et en matière de personnes âgées ou de polémique, quand on est en pleine polémique, c'est toujours aussi important de se rappeler d'où on vient et vers où on va. Il faut se rappeler d'où on vient, ce qu'était une résidence pour personnes âgées ou encore un EHPAD il y a, mettons, 20 ou 25 ans, ce qui n'est pas le paléolithique non plus. Merci Lionel, effectivement, parce que je rappelle qu'en 98, il y avait encore des hospices, il y avait encore grand nombre de chambres où il n'y avait pas de toilettes dans les chambres. Les gens partageaient leurs toilettes et leur salle de bain à plusieurs. Donc je crois qu'il ne faut pas enlever ce que le privé a pu apporter, c'est-à-dire quand même de la professionnalisation également. Pour autant, quand les excès vont trop loin, on a des débordements comme on les a. Et en réalité, ça sort aujourd'hui, mais c'est connu depuis 3-4 ans. Les rapports sont sortis, ressortis. Et maintenant, il faut faire face à la vague. Ouais, avec de vrais, pour le coup, la grande nouveauté quand même des classes actions, des actions de masse aujourd'hui de nombreuses familles contre certains groupes privés. Ce n'est pas le cas pour vous, mais il y a plusieurs groupes aujourd'hui qui sont visés en France. Alors on revient au thème principal de cette table, qui est quand même justement dans ce contexte chahuté, ce contexte de manque de confiance, ce contexte aussi de peur pour ses proches qui vont dans des établissements de santé lorsque l'on entend la manière dont certains ont été traités. Est-ce que les nouvelles technologies, les technologies digitales,
digitales peuvent amener du bien-être aux patients et aux soignants. On va voir par exemple dans un groupe comme le vôtre, sur une échelle très locale, comment tout cela se traduit de manière concrète. C'est assez surprenant lorsque vous parlez de e-santé, tout d'abord à vous qui dirigez ce groupe de maisons pour personnes âgées. Vous pensez d'abord bâtiment. C'est assez rigolo. En général, ici, on pense soins, proximité de la personne. On dit non, la e-santé, c'est d'abord du bâtiment. Dans quel sens ? En fait, il y a deux piliers. Je pense aux deux piliers surtout. Et donc, le premier pilier, effectivement, qui est le bâtiment, et le second, qui est autour du soin, et plus globalement, du prendre soin à travers également l'animation, le lien social, etc. Donc oui, sur le bâtiment, par exemple, on a ouvert très récemment, il y a moins d'un mois, un nouveau bâtiment dans l'agglomération toulousaine. On a la gestion des alarmes, par exemple, qui peut se faire à distance. Il y a 500 points de contrôle. Pareil, sur un bâtiment neuf aujourd'hui de 4500 m², vous avez 500 points de contrôle, système de sécurité incendie, armoire électrique, bac à graisse, chaufferie, etc., etc. On oublie, mais voilà, on accueille 80-90 personnes, plus les salariés, 50 à 60 personnes. Donc chaque jour, c'est plus d'une centaine de personnes dans les bâtiments. Gestion des températures centralisée également. On a vécu une petite canicule il n'y a pas très longtemps et le fait qu'aujourd'hui, tout puisse être centralisé à distance sur les températures des chambres, des locaux communs, salles de restauration, etc., c'est quand même fort agréable. Vérification à distance des bons équipements également, des équipements comme les chaudières, les climatisations, panneaux photovoltaïques, etc. etc. Donc oui et oui, le bâtiment joue un rôle hyper important dans le bien-être aussi des salariés et du résident. Et on pourrait parler également des nouvelles technologies, des détections de chutes, etc., qui sont autour du soin, mais qui sont liées au bâtiment. Voilà. Ouais, ça, c'est vraiment la base. On l'oublie parfois. La e-santé, ça commence par là. Effectivement, des bâtiments connectés, mieux isolés, avec des meilleures températures, c'est déjà apporter un soin supplémentaire par rapport à des bâtiments qui peuvent être dégradés ou moins bien isolés, un point de vue chaleur ou un point de vue froid, tout simplement. Autre élément indispensable qu'on a tendance à oublier parfois lorsque l'on parle de santé numérique, mais c'est d'avoir des établissements digitalisés avec du Wi-Fi partout, ce qui n'est pas toujours la norme ou toujours le cas. Mais s'il n'y a pas de Wi-Fi, s'il n'y a pas une bonne connexion Internet, s'il n'y a pas éventuellement de 5G à côté, comment développer des outils de e-santé ? Vous avez tout dit. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, on doit être connecté depuis l'entrée du bâtiment jusqu'à la dernière chambre au fond du bâtiment. C'est hyper important pour pouvoir prodiguer les soins et tracer les soins à la chambre. Voilà, il est essentiel aujourd'hui d'avoir des bâtiments connectés de A jusqu'à Z. Ouais, et sans bâtiment connecté, on n'y arrive pas, mais c'est la base et c'est une réalité. On n'a pas le cas encore partout. Côté résident, cette fois-ci, si on va à l'intérieur du bâtiment, on sait qu'il y a un avant et un après Covid sur certains usages de technologie. Comment est-ce que ça s'est traduit très concrètement chez vous ? Sans doute, la plus grosse différence a été sur le lien avec les familles. On avait déjà un réseau social qui s'appelle Edenis Connect, qui permettait aux familles de communiquer avec leurs parents régulièrement. Et nécessairement, ça s'est accéléré puisque les bâtiments ont dû être fermés temporairement et la population qui a eu accès à ce réseau-là s'est fortement développée pendant le Covid. Ouais, c'est quoi très concrètement ce réseau social que vous avez développé ? C'est-à-dire, on y accède comment ? On y trouve quoi pour les familles, pour les résidents ? Sur une tablette, sur un ordinateur, c'est du mode web avec évidemment un mot de passe et un mot de passe pour se connecter. Ça permet d'avoir accès à toutes les animations, les photos des animations qu'on peut avoir lieu sur la résidence. Ça permet de faire du WhatsApp, enfin voilà, des communications vidéo avec son parent. Voilà, ce genre de choses-là. Puis du courrier, enfin voilà, des échanges également. Courrier. Ouais, ça veut dire que vous avez formé, vous avez des personnes parmi vos soignants, vous accompagnants pour les personnes âgées qui sont capables aujourd'hui d'aider une personne âgée éventuellement à utiliser tablette, réseau social, être en visio avec sa famille ou autre. Vous avez changé votre mode d'organisation ? Alors, on a la chance chez Edenis, ce n'est pas le cas partout, mais d'avoir un animateur à temps complet sur nos résidences. Donc, ça lui, c'est lui qui est en charge essentiellement de ça, mais l'ensemble du personnel est concerné par ce sujet-là. Et évidemment, les aides-soignantes aussi peuvent participer. Et donc, en termes de formation, c'est assez user-friendly, comme on dit. Donc, voilà, c'est pas trop compliqué, mais ça fait bouger un peu les lignes. Ouais. Parmi les autres technos qui sont rentrés dans vos résidences, des robots. C'est marrant, des petits robots jouets. Alors, oui, on parle de médiation animale, en fait, dans le métier. Et il a été créé il y a 3-4 ans un PHOC
un phoque robotisé et qui permet pour les gens notamment atteints de troubles neurocognitifs, Alzheimer ou apparentés, de porter cet animal-là robotisé, voilà, qui bouge. Les gens le caressent et se sentent beaucoup plus apaisés. Voilà. Ouais. Des jeux, beaucoup de jeux. Il y a des jeux également aussi, je vous remercie. On a un système qui s'appelle Tower TOEFL. Là, c'est pareil, c'est numérisé. C'est un système qui projette sur une table des images et on peut jouer à différentes sortes de jeux. Voilà, on peut pousser des balles et là, voilà, adapter à différents niveaux de dépendance du résident. De plus en plus, la technologie et le numérique nous aident effectivement sur différents aspects et sur celui-ci en particulier. Alors, je vous laisse déballer justement cet inventaire un peu à la Prévert de des types d'outils que vous avez fait rentrer essentiellement depuis les derniers confinements dans vos établissements. Parce que ce sont aussi des discussions qu'on a eues dans cette salle, dans cette université. Est-ce que c'est du soin ou est-ce que finalement c'est du gadget? Est-ce que l'on ne dépense pas de l'argent inutilement dans ce type d'outils, d'applications, de jeux, de petits phoques robots ou de tablettes, alors que l'essentiel de l'argent devrait être posté dans le soin? En fait, c'est ce qu'il faut. Enfin, chez Denis, on parle du prendre soin. Donc, on parle du soin, mais plus globalement du prendre soin. Et l'animation, les activités thérapeutiques, le relationnel, tout ça, c'est du prendre soin. Il y a le soin technique, évidemment, mais il y a tout ce qui va autour. Et moi, je crois que c'est l'enveloppe globale qu'il faut analyser. Et donc, voilà, il faut savoir s'ouvrir à tout ça pour accompagner au mieux nos résidents qui en ont besoin. Et les collaborateurs aussi, d'ailleurs. On poursuit toutes ces innovations qui sont intéressantes que vous avez placées dans vos établissements. Alors, parmi les innovations peut-être un peu plus techniques, des couches d'échange connectés. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça marche? Bien sûr, on travaille depuis 4 ans avec une start-up toulousaine qui s'appelle VConnect et qui fabrique des capteurs qui permettent de détecter le niveau de saturation des protections de nos résidents pour les résidents incontinents. Et donc, ce sont des capteurs qui sont placés à l'intérieur de la protection et qui sont pilotés à distance sur des tablettes depuis l'infirmerie et on a les soignants qui sont directement informés de quand le niveau de protection nécessite un change. Ça permet évidemment, et notamment la nuit, de ne pas changer systématiquement le résident, mais uniquement quand il y a nécessité. Ouais. Qu'est-ce que ça change tout cela dans votre fonctionnement en fait de résidence et en quoi les personnes qui s'occupent des personnes âgées sont impactées dans leur manière de travailler? Ça, c'est une vraie gestion de projet et gestion du changement. Donc, rien n'est simple et rien n'est acquis. Donc, c'est tous les jours. Et je crois surtout qu'on avait des systèmes de fonctionnement, et sans doute pas que dans la santé, dans d'autres aussi, où parfois on a l'habitude de faire d'une certaine façon, et ça fait 10 ans, 15 ans qu'on fait comme ça, et je pense notamment la nuit, les rondes, à 2 h du matin, on change tous les résidents, etc. etc. Ça demande à évoluer, à s'adapter et à trouver le bon équilibre. Et donc, parfois, il faut rester là comme on avait l'habitude de faire parce que ça fonctionne bien, mais parfois, il faut faire un pas de côté. Et là, c'est le cas avec ce genre de projet. Ouais, on change, vous dites, on casse des habitudes qui ont pu parfois être établies depuis des années. Comment est-ce que l'on arrive à casser des habitudes? La culture du changement, ce n'est pas décidé d'en haut que tous les soignants doivent changer leur manière de faire. Typiquement, sur ce projet-là, on a reposé la question il y a moins d'1 an à l'ensemble des résidents pour savoir si on continuait à déployer ce projet. Est-ce qu'on l'avait fait à peu près sur la moitié de nos résidences? Est-ce qu'on fait la deuxième moitié ou est-ce qu'on arrête? Tout le monde a dit on y va, mais il y a besoin d'accompagner. Donc, il faut un leader de projet. Il faut des sponsors, donc on a le groupe et la direction du groupe est sponsor parce qu'on pense que c'est bien, et il faut des leaders opérationnels qui prennent ça en main. Il faut la confiance, on parlait là encore de confiance. Quand le soignant comprend le bénéfice pour lui et quand le résident, la famille comprend le bénéfice de son côté également, vous avez l'adhésion, et après c'est de la gestion opérationnelle au quotidien, tout simplement. Docteur Boris, David Moget nous rappelait tout à l'heure d'où on venait il y a encore 25, peut-être 30 ans, sur certaines résidences pour personnes âgées, alors même si c'est en polémique toujours, on peut toujours faire mieux, il y a toujours des points d'application. Vous aussi, vous aimez faire, je sais, avec un regard plus médical, plus médecin, comparaison entre ce qu'était l'établissement pour personnes âgées il y a 20-25 ans et les personnes qui y entraient, et ce qu'il est aujourd'hui. Et ça aussi, le grand public a parfois tendance à l'oublier. Oui, je pense que dans tout ceci, dans l'actualité qui nous touche de plein fouet, et cette crise de confiance, je pense qu'il y a avant tout
un aspect pédagogique à avoir, c'est-à-dire expliquer ce que sont devenus ces établissements qui étaient là pour accueillir des gens qui étaient dans une solitude globalement assez autonome et avec un âge qui était bien inférieur à celui qu'on connaît aujourd'hui. La complexité, elle est liée à déjà un État qui cherche coûte que coûte à essayer de maintenir les gens à domicile comme si c'était, allez, le Graal absolu. Ça n'a pas l'air d'être votre avis. Non, c'est pas du tout mon avis, non. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire dans la vie que la solitude. Et que, on va dire, en particulier en milieu rural, mais je pense que ça peut être un milieu urbain aussi, ce sont souvent des enfants qui sont partis pour des études, puis pour le travail, et donc des personnes vieillissantes qui perdent en autonomie et qui se retrouvent isolées. Alors être isolé voilà, dans une tour ou à la campagne, je pense, c'est la pire des choses. Même si je viens d'un département particulier où l'ours est souvent remis en question, mais des ours, il n'y en a pas tant que ça. L'homme avec un grand H est un être social et en définitive, simplement les soignants qui vont passer, qui vont ouvrir la porte, ce seront les seules interactions qu'ils auront. Donc, la panacée du maintien à domicile, c'est un mythe et c'est pas une bonne chose. Et puis, surtout, cette population, elle change parce qu'elle vieillit et les gens accueillis, ils sont accueillis pour la perte d'autonomie maximale, entre guillemets pour moi, c'est l'altération des fonctions cognitives. 80-85% de nos résidents en maison de retraite, ils sont parce qu'ils ont une altération de ces fonctions. Et ça, c'est la perte d'autonomie maximale. Ils ne peuvent pas rester à domicile. On est obligé de les accompagner pour tout, pour des petits actes au départ. Et puis avec la dégradation, forcément, c'est jour et nuit. Et ceux qui arrivent à avoir des aidants sont épuisés. Ces aidants tombent eux-mêmes malades. Et donc, leur seule issue, entre guillemets, c'est la maison de retraite. Et pour moi, la maison de retraite porte mal son nom. C'est un prolongement, en définitive, d'une prise en charge en santé, de soins. Donc un prolongement de l'hôpital ? Oui, c'est un prolongement de l'hôpital. Comme on disait, les longs séjours auparavant, ce sont encore une fois, c'est la maladie qui font qu'ils se retrouvent dans ces établissements. Donc, la représentation que l'on a, elle est celle-ci. Et la deuxième, c'est ce qu'on prend de plein fouet, c'est en définitive les problématiques économiques. Parce que le coût d'une maison de retraite, dans mon département, c'est à peu près 2400, 2500 euros. Et ça, c'est pas ouvert à tous les budgets. Donc, ce point de rupture, c'est-à-dire entre le domicile et l'institution, il est souvent dicté par des problèmes de ressources. Et aujourd'hui, si vous avez besoin de e-santé ou de santé digitale, on est plus dans une optique alors de soins au sens médical pur, entre guillemets, du terme, par rapport aux personnes qui se retrouvent dans ces établissements ? Non, je pense que ça touche tous les domaines. On a parlé de l'architecture. Oui, l'architecture intervient dans l'innovation, mais ça peut être dans l'innovation également architecturale. On sait que ces patients altérés sur le plan cognitif, ils sont attirés par la lumière, donc il y a tout un jeu, tout un travail à faire pour essayer de définir des zones de vie, des zones plutôt de repos en fonction justement de ces conditions de lumière. C'est effectivement un établissement intelligent qui est capable de détecter des chutes et autres. L'innovation intervient à la fois pour accompagner les professionnels parce que, allez, je pense que c'est plus un débat. Je pense que la maltraitance souvent qui est pointée sur nos soignants, elle est plutôt institutionnelle. Quand on a des ratios d'encadrement de 0,65 agents par résident, je pense que c'est impossible de parler de bientraitance. Monsieur a souligné que dans son établissement de 90 résidents, lui, il a fait un point d'honneur de mettre un temps plein d'animation. Sauf qu'on parle de vie en maison de retraite.
Non, ce serait l'inverse. Il faudrait encore plus d'animation parce que quand on les prend en charge avec ces altérations des fonctions cognitives, la meilleure réponse est l'adaptation comportementale. Et donc, il faut de l'humain. Et cet humain doit s'adapter à des gens qui n'ont pas d'altération des fonctions cognitives ou de manière modérée, moyenne à sévère. Donc, ces animations, elles doivent être adaptées. C'est vraiment de l'ingénierie. Et donc, on peut s'appuyer sur l'innovation et au niveau de l'animation. C'est extrêmement intéressant. Mais il faut-il avoir un humain derrière pour animer ces jeux auxquels, de manière très surprenante, ils adhèrent assez bien. Ouais, Docteur Boris, je vous donne, alors première chose, donc première question. Aujourd'hui, les professionnels nous disent qu'il y a un avant, pas un après Covid, mais un après confinement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Un avant, un après confinement dans les habitudes autour des personnes âgées, qu'elles soient en établissement privé ou en établissement public, peu importe. Est-ce que vous partagez cette opinion et quels outils digitaux avez-vous pu introduire ou voir introduire auprès de ces personnes âgées? Et deuxième partie de la question, qui en est sa prolongation, je vous donne une baguette magique demain et le carnet de chèques qui va avec. Vous allez piocher dans quelle trousse d'outils digitaux pour les personnes âgées que vous côtoyez dans votre établissement? Alors, je pense que parmi les plus sceptiques d'entre nous, soignants, cette période du Covid et de confinement nous a amené à utiliser justement ces moyens de communication dits modernes, surtout modernes pour les résidents. Et globalement, ça a été un succès. Donc, toutes ces de tablettes, la visio ou des exactement. applications de visio, d'échanges avec les familles. Exactement. On sait qu'en particulier chez les sujets altérés sur le plan cognitif, le maintien de l'image du membre de la famille est extrêmement importante. Si vous ne la cultivez pas, elle va malheureusement disparaître avec sa pathologie. Donc, ça a permis de créer un lien et surtout, ça a permis également de lever certaines représentations que peuvent avoir les soignants d'un huis clos. On ne sait pas trop ce qui se passe, il y a des choses qui sont cachées, et encore plus quand les portes ont été fermées avec le Covid. Donc ça a été un moyen de communication, je crois, très positif. D'ailleurs, certains établissements réfléchissent à carrément transformer le téléviseur éventuellement dans la chambre en moyen de communication plus simple avec leurs parents. Donc, je pense que ça, c'est un aspect extrêmement positif. Bon, après, on a parlé de l'architecture, on a parlé des moyens également, par exemple, de surveillance de tension, de paramètres médicaux qu'on peut un petit peu automatiser parfois avec certains appareils. Alors pour l'instant, les appareils, ils communiquent, mais ils ne communiquent pas forcément en un point. Donc il faut que le soignant puisse avoir l'ensemble des données d'information de santé sur la même page. Et ça, encore une fois, il y a dans la création de l'innovation parfois une rupture entre un ingénieur ou un idéal qui développe une solution, mais il n'y a pas assez cette vision du professionnel qui est envahi par ces solutions technologiques et qui le détourne en fait de sa mission première, c'est-à-dire la relation au patient. On voit ça dans nos services hospitaliers globalement, et ils ont un temps d'échange, un temps de soins de plus en plus réduit pour en permanence rentrer des données de santé. Et pour la fameuse traçabilité, donc on est vraiment arrivé à la limite du système. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la crise de recrutement de l'ensemble des paramédicaux et des médecins, il faut impérativement qu'on se pose la question parce que on a du mal à recruter par exemple des infirmières. Il faut diminuer le temps administratif et favoriser le temps aux patients. Ça, je pense, c'est un devoir de notre part. Ouais. En termes d'animation ou d'outils d'animation justement qui sont importants pour les personnes âgées,
est-ce que vous avez vu là-dessus aussi le fonctionnement des soignants, la manière de travailler des soignants se modifier petit à petit ou pas, ou rester très axé sur le soin et peut-être moins sur l'animation? Non, j'ai pas dit nulle part, enfin que ça ne fonctionne pas. Dans certains endroits, forcément, ça fonctionne, mais honnêtement, non. Il y a toujours une rupture entre le soin et l'animation. Cette culture, voilà, où c'est un établissement de santé avec ce focus en permanence sur distribution des comprimés, les soins de base, voilà, ce focus, il est trop important. Et on oublie complètement la partie dimension humaine de relations sociales. Et je pense que quand on aura un focus plus important là-dessus, on verra que ça va dégager moins de troubles du comportement. Parce qu'aujourd'hui, je fais partie de ces médecins qui vont dans les structures pour donner des avis. Et en fait, l'attente des soignants, c'est toujours « Ah, il a un trouble du comportement, on attend un médicament, une solution miracle ». Alors que dans 80% des cas, c'est tout simplement une adaptation au comportement et à trouver les centres d'intérêt et à trouver cette petite voie de communication qu'on a avec ces patients. Philippe Péridon, pour vous qui dirigez le CHIC, le centre hospitalier intercommunal de Castres, donc vous avez aussi des établissements pour personnes âgées qui dépendent de ce centre hospitalier. Vous avez aussi des personnes âgées dans vos services de manière générale. Est-ce que nos débats, finalement, qu'on a depuis des années dans cette université d'été, sont pas en train de se modifier justement suite aux différents confinements que l'on a connus? Lorsque l'on parlait beaucoup de e-santé digitale pour les personnes âgées, on parlait de capteurs, détection des chutes, nutrition, outils très médicaux entre guillemets, et ce qui relevait du jeu, de l'animation, du petit robot qui va calmer des patients qui ont des troubles type Alzheimer, c'était vraiment considéré comme du gadget, comme secondaire, ce qui relevait aussi de la communication. Parfois, pouvait être vu comme du gadget secondaire parce qu'on n'était pas dans du soin pur, dans la culture de soin pur. Est-ce que ce débat est en train d'évoluer aujourd'hui ? Je crois que ça a été très bien dit par les intervenants précédents. C'est vrai que le Covid a fait rentrer un peu plus le digital, en tout cas pour d'autres utilisations. Et moi, juste en avant-propos, je voudrais me féliciter du fait que l'EHPAD soit aussi un terrain, est reconnu comme un terrain d'expérimentation et d'innovation. Voilà. L'EHPAD, y compris dans nos établissements sanitaires, souvent ça correspond à des services qui sont importants en termes d'activité, importants en termes de réponse aux besoins de la population. Le CHIC Castres-Mazamet, c'est 400 lits d'EHPAD. Le CH de Revel, c'est 100 lits d'EHPAD à 30 minutes. Donc effectivement, reconnaître que l'EHPAD est aussi un terrain d'innovation, j'ai envie de dire enfin. Voilà. Le deuxième élément, le Covid a apporté les tablettes, en particulier dans la relation résident-famille. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des politiques, y compris régionales, qui s'étaient engagées ces dernières années pour améliorer véritablement la qualité de vie de la personne âgée résidente. Je pense en particulier au programme Pastel. L'évitabilité du transfert de la personne âgée sur un plateau technique de court séjour, c'est un élément fondamental du bien-être et de la reconnaissance de la personne âgée. On peut peut-être détailler là-dessus ce que vous mettez en place justement pour éviter ou limiter au maximum le transport de la personne âgée. C'est effectivement pour nous un axe de travail très important. Peut-être une petite parenthèse, rappelez quand même que Pastel, c'était essentiellement de l'accès à de la consultation spécialisée. La bascule entre Pastel et Téléo a été compliquée. Je rejoins ce que disait l'intervenant précédent. Parfois, les techniciens ont une vision des choses où tout est simple. Et là, clairement, la bascule de Pastel à Téléo a été techniquement compliquée pour les utilisateurs. Deuxième élément, on s'aperçoit que le besoin principal, finalement, il est peut-être moins sur de la consultation spécialisée, compte tenu de la raréfaction des médecins généralistes, l'absence de médecins coordonnateurs. Maintenant, la réponse, elle est peut-être prioritairement sur de la médecine générale et du suivi du résident en EHPAD. Voilà. L'évitabilité du transfert, c'est quelque chose de fondamental. La téléconsultation, on l'a évoqué.
Nous, on développe aussi l'utilisation de notre outil de télexpertise. On a mis en place au CHIC un outil de télexpertise qui s'appelle Postello, qui avait été primé au Trophée de la e-santé il y a 3 ans. Le sujet, c'est d'utiliser la téléexpertise pour faire en sorte que le médecin traitant ou le médecin coordonnateur puisse avoir accès à l'avis du spécialiste sans avoir, en fonction de l'évaluation du besoin du résident, sans avoir besoin de faire réaliser une consultation. Alors comment ça se passe très concrètement pour le coup? Par exemple, c'est un projet qu'on est en train de développer entre Revel et les équipes médicales du CHIC, parce qu'effectivement, une partie des transferts et des demandes de consultation spécialisées sont liées à un besoin de consultation spécialisée par le médecin coordonnateur de l'EHPAD ou le médecin traitant. Et je rappelle, un transfert, c'est quoi? C'est souvent une journée très pénible pour la personne âgée. C'est le départ le matin, la prise en charge dans un environnement inconnu, plus ou moins bien faite quand le flux de consultation dans nos établissements, c'est quand même un flux qui est très standardisé, très rapide, dans des conditions d'accueil qui ne sont pas adaptées à la personne âgée, fût-elle accompagnée. Et c'est le retour l'après-midi, éventuellement sans avoir eu accès à un repas, donc des conditions extrêmement difficiles. Donc on est en train de tester ce dispositif entre Revel et nous, avec une évaluation sur le nombre de transferts qui seront évités du fait de l'utilisation de l'outil de télexpertise. Alors l'outil de télexpertise, on peut peut-être le préciser, c'est une mallette non, là je parle vraiment de l'outil de télexpertise qui s'appelle Postello, où le médecin traitant demande au médecin spécialiste un avis de spécialité, en particulier pour savoir s'il va avoir besoin de la consultation ou pas. Voilà. Et là, la réponse est faite via un système de messagerie sécurisé. Ça marche très bien, on l'a testé avant le Covid, on l'a testé pendant la période de Covid, non pas à partir des EHPAD, à partir des professionnels de ville. Et l'utilité de le tester entre les médecins coordonnateurs ou les médecins traitants d'EHPAD et les équipes de spécialité du CHIC est quelque chose de pertinent. Et puis on a un troisième aspect que vous évoquez, qui est la question du transfert en urgence. Et j'ai envie de dire, c'est la situation la pire. En particulier la nuit ou en fin de journée. Dans tous les cas, la personne âgée va être accueillie dans un service d'urgence, souvent déjà saturée par son activité habituelle. Le temps de présence aux urgences de la personne âgée de plus de 75 ans, c'est entre 6 et 8 heures chez nous au CHIC. Voilà. Parfois, pour un retour en EHPAD qui devrait être fait dans la nuit, qui ne va pas être possible, parce que la nuit en EHPAD, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas d'organisation pour recevoir la personne âgée retransférée depuis les urgences. Donc souvent, la nuit aux urgences et le retransfert le lendemain matin. Effectivement, on déploie un dispositif en partenariat avec un certain nombre d'EHPAD qui ne sont pas les EHPAD du CHIC. On a les EHPAD Agir qui sont présents. On a une infirmière de nuit en EHPAD, un dispositif qui est mutualisé entre 8 EHPAD du Tarn Sud. Et on est en train de doter cette infirmière de nuit d'un outil numérique, une mallette. Une mallette, qui est un sac à dos avec un ordinateur portable, des outils numériques qui vont permettre d'être en lien direct avec l'équipe des urgences, qui est elle-même dotée d'une plateforme de téléconsultation. Et donc, c'est tensiomètre, c'est ECG, et la capacité de réaliser en téléconsultation par l'infirmière de nuit les prises de variables, d'avoir un échange avec le médecin des urgences pour valider le principe du transfert. Aujourd'hui, on valide le principe du transfert sans avoir cette mallette. À partir de cette semaine ou la semaine prochaine, on va utiliser cette mallette pour avoir des éléments médicaux permettant de valider entre l'infirmière de nuit qui intervient et le médecin urgentiste le principe du transfert. Et d'éviter le principe du transfert. Aujourd'hui, d'ores et déjà, avec notre dispositif vidéo de nuit, il y a 25% de transfert en moins. Et donc, ce qu'on va évaluer, c'est le pourcentage
complémentaires de transfert évité du fait de l'utilisation de la mallette de télémédecine. Voilà, donc ça fait partie du dispositif. On évaluera au bout d'un an ce que ça représente et l'apport que ça a pu avoir. Et là, on a clairement l'utilisation d'outils numériques. J'espère qu'on pourra montrer que ça a été profitable à la fois pour l'évaluation de la personne âgée dans son établissement, la validation du principe du transfert. Et en tout cas, c'est l'objet du projet que nous menons avec 8 EHPAD autour de nous. Ouais, Philippe Héridon, on évoque depuis le début de cette table ronde tous les outils en fait digitaux. On voit que la palette elle est très large pour les personnes âgées. Vous nous rappelez à juste titre, c'était pas une évidence il y a encore quelques années qu'on développe à un tel point des outils digitaux pour faciliter la vie des personnes âgées et celle des soignants qui s'en occupent dans vos établissements. Ça c'est déjà une victoire, on va dire, des après confinement que l'on a connu. J'ai envie de vous faire réagir sur ce que l'on a entendu de la part de David Mauger et du docteur Boris qui nous disent tous les deux, le premier besoin c'est de la communication, c'est aussi de stimuler les personnes, leur donner un accès à leur famille, mais avoir des jeux, avoir des outils qui leur permettent pas seulement de s'occuper, mais aussi d'aller contre certaines pathologies type Alzheimer, où on a des jeux, on a des outils qui viennent nous aider. Ce sont souvent des outils qui ont été... pas méprisés, mais en tout cas pas considérés comme prioritaires dans des établissements hospitaliers. On était plus axé sur des outils de soins purs, entre guillemets. Pour vous qui dirigez ce centre intercommunal et qui avez aussi les cordons de la bourse à gérer au quotidien, est-ce que votre regard évolue un petit peu sur ces besoins d'outils d'animation plus ludiques ? Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui ont été développés ça a été précisé antérieurement, pour la personne à domicile. Les outils d'entraînement, les outils, on en parlait puisqu'on a un projet Ravi de réalité virtuelle. Voilà, ça a d'abord été orienté pour le maintien à domicile. Et on voit très bien lors des journées de la e-santé, pour ceux qui les suivent de manière régulière, beaucoup d'outils innovants sont présentés dans ce cadre-là. Et le sujet, c'est est-ce qu'un certain nombre de ces outils ne sont pas aussi adaptés aux résidents qu'on a chez nous ? Mais ce qui a été très bien dit par le médecin intervenant précédent, c'est que le besoin de relation à la personne, il est vraiment individualisé dans nos EHPAD. Et il faut qu'on ait les moyens d'avoir des activités individualisées et ou par très petits groupes. Et ça, c'est un vrai sujet avec les moyens qui nous sont donnés. On a une convention tripartite, on valide avec le conseil départemental et l'ARS les moyens qui nous permettent et qui nous sont donnés pour accueillir les personnes âgées chez nous. Et le vrai sujet, c'est effectivement l'individualisation de la relation et de l'animation avec les personnes qui sont résidentes et, dans la mesure du possible, l'utilisation des outils numériques, avec un point qu'on n'a pas abordé mais qui est fondamental, c'est que la principale résistance, elle est parfois chez les professionnels pour des problématiques de difficulté d'apprentissage et de maniabilité des outils. Quand vous allez avoir, du fait de l'organisation du travail, 4 professionnels différents qui doivent, sur une même semaine, utiliser le même outil, c'est un vrai sujet dans l'apprentissage de l'outil. Ouais. Voilà. Et ça, sont des dimensions qu'on peut gérer, qu'on doit gérer, mais qui, par rapport à l'utilisation des outils numériques, qui sont des outils aussi fragiles dans leur utilisation, nécessairement, on doit les prendre en compte, en tout cas, pour intégrer les nouvelles technologies dans la réalité de vie de nos établissements. Ouais, question de moyens, si je vous entends, et aussi question de culture. Docteur Boris, vous vouliez réagir là-dessus ? Oui, juste, en fait, monsieur le directeur ne fait pas ce qu'il veut. Oui. C'est-à-dire qu'il reçoit des enveloppes budgétaires ou tout simplement l'enveloppe animation, il n'y a rien dedans. C'est ça le fond du sujet. Après, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur ce qui vient d'être dit. Est-ce que l'outil numérique est là pour compenser un système qui est déficitaire ? Parce que c'est ça un petit peu l'enjeu. Parce que je veux vous expliquer ce qui se passe pour une urgence, comment une urgence arrive. Je pense que l'essentiel des urgences peuvent ne pas arriver si les choses sont prises à l'avance. Donc pourquoi l'infirmière dans les établissements qui ont la chance d'avoir une infirmière la nuit, parce que les EHPAD n'ont pas d'infirmière la nuit, donc c'est une aide-soignante qui doit prendre la décision de savoir si elle appelle les urgences, oui ou non.
Est-ce que vous savez ce que c'est la vie d'une aide-soignante en pleine nuit qui appelle le 15 ? Généralement, elle se fait blackbouler. La première question qu'on lui pose, c'est quel âge a la patiente ? Donc dès qu'elle a au-delà de 75 ans, elle n'est pas traitée comme tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement choquant sur le plan éthique. Maintenant, quand on est âgé, on n'a pas accès aux soins. Alors si le Graal, c'est d'éviter qu'une personne aille aux urgences, je pense que là, en termes de citoyenneté, il y a un problème. Bon. Maintenant, d'éviter qu'elle aille inutilement aux urgences. Non, Si je peux me permettre de préciser oui, mais un petit peu la pensée. Oui, mais c'est pas tout à fait la même chose. Inutilement, Ouais. faudrait-il avoir à ce moment-là un avis ? Et la problématique majeure, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le niveau de pathologie de ces patients augmente progressivement année après année avec l'âge. Il y a une corrélation. Et quelque part, on vit un déficit de médecins généralistes voilà, pour l'accès de monsieur et madame tout le monde à l'extérieur des institutions. Et là, on demande à un médecin généraliste d'aller donner des avis extrêmement précis sur ce qui relève d'une spécialité aujourd'hui qui s'appelle la gériatrie. Donc, on a des médecins coordonnateurs qui n'ont pas le droit de soigner et on a des médecins généralistes qu'on court, on court après eux, les soignants courent après eux pour avoir un avis. C'est pas toujours très facile de venir se déplacer. Je crois qu'il faut arrêter ce modèle-là. À un moment donné, il faut poser un médecin gériatre dans une structure qui fasse surtout un travail de prévention pour éviter que ces situations de décompensation arrivent. Et quand il y a une situation de décompensation, on a déjà discuté auparavant de savoir si, par exemple, la personne elle est réanimatoire ou pas. Parce que vous demandez à une aide-soignante de prendre une décision médicale en plein milieu de la nuit. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut préparer. Et ça donne de la cohérence. Ça donne de la cohérence parce qu'on a un meilleur niveau de prise en charge de ces personnes. Ça évite effectivement des passages aux urgences. Et si on les envoie aux urgences, c'est normal de les envoyer, à condition que les choses soient bien cadrées. Donc si l'innovation, c'est éviter coûte que coûte, les maintenir dans une structure où ils n'ont pas accès à un niveau de soins qui relève de leur état. Tout ça, c'est des stratégies d'évitement. Ça peut être complémentaire, ça peut être utile à un médecin gériatre éventuellement sur place d'avoir un avis, mais c'est pas l'alpha et l'oméga, quoi. Voilà. On voit bien à travers ce que vous dites que effectivement l'innovation, elle ne peut être liée qu'au système, à la systémie, à la modification du système et à la modification du jeu des acteurs dans le système. Justement, je fais le lien avec Bart Collet qui a dirigé pendant 25 ans un établissement pour personnes âgées en Belgique. Vous, dès 2014, toutes les personnes, le personnel de votre établissement était équipé déjà de tablettes. Chacun avait sa tablette. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faisait avec ? Well, in my care home, I put my employees first. This might be offensive to a lot of people because everyone talks about patient centricity and so on. But I've always put my employees first. I listen to them, and what they say to me, I need to change. So I'm working for them. So you have this traditional tree structure with the director on top and the aide-soignante at the bottom. With me, it was the other way around. I work for them. And they had a lot of problems. They had a lot of administration. They had a lot of paperwork to do, and it frustrates them. So I listen to them, and because I put them first, they also they are nice to my residents. They are very nice to elderly people because they have the time, because everything is managed that way. So they had a lot of paperwork, and in order to help that, I developed a system which enables them with a tablet at the bedside to look at all kinds of information. Also, like during the night when they have to make tough decisions, so they can look at their tablet and see what is written down, what is for that particular person is necessary. They can also prepare the papers for the hospital. They can print it with one button. That person has to go to a hospital. They print a paper. They have to make like 3 or 4 notes on it, give it to the ambulance, and then they are treated very well. And that person that has to make that kind of decision isn't overburdened. And so it is because, to answer your question, it is because I care so much for my employees
that I developed a system that fits their workflow, where I sit together with them and they tell me how I have to do the dumb work and put the ones and zeros or boxes or whatever. And they tell me, no, it's not chronological per room. You have to do it alphabetically or per department and so on. And so, okay, I'll do that. And that way, they get skin in the game in everything that is happening. Also about innovation, like we also have the Tovertafel, the magic table. It's not my decision. I go there with my staff and I let them assess if it has benefits or it doesn't have any benefits, and they make the decision together with me. Ça veut dire que vous donnez, dans ce que vous expliquez, vous avez donné plus d'autonomie quelque part à chaque personne qui travaillait dans votre établissement. Et c'est vrai que souvent dans les établissements, certains personnels soignants peuvent faire les choses par routine, par habitude. On va faire tout le couloir, on va faire toutes les chambres. Sauf qu'on s'aperçoit que oui, mais dans telle chambre, le patient n'est pas là pour X raisons. Puis dans telle autre, il a bougé. Puis dans telle autre, il dort parce qu'il est allé aux urgences dans la nuit. Sur ces tablettes, en termes d'organisation, vos personnels soignants pouvaient modifier comme ils le voulaient avec leurs doigts leur emploi du temps? Oui. And I just listened to them. So normally, when I started, there wasn't a lot of IT. But in 2014, there already was. But it was organized in the wrong way. It was organized per room. But a care aide or a nurse doesn't work like one room and does all the actions and then goes out of the room and it goes to the next room. They run around from room 1, they do something, then they run to room 4, then they run room 3, and that's how we organize things. And it's just by listening. And they said, okay, if you order it that way, it's much more meaningful for me. And if I come at a room where the elderly person is not ready, or maybe he or she is on the toilet, they can just skip it and go to the next one. So it fits their workflow perfectly. Donc lorsque... And I'm not a genius here. It's just I listen to my staff, what they want. Oui, et l'idée n'est pas de mettre en avant telle ou telle idée dans cette université. L'idée est vraiment d'échanger, d'aller voir les bonnes pratiques ou d'autres pratiques qui peuvent se passer ailleurs. Cela veut dire que vous avez d'abord agi sur l'organisation de votre système, l'organisation du personnel, avant de dire il faut plus de moyens, plus de monde, plus de personnel. Pardon. Rephrase it. Ouais. Sorry. Quand vous avez utilisé cette tablette qui permet aux soignants d'organiser ou de réorganiser leur emploi du temps, vous avez d'abord agi sur la manière dont les choses fonctionnent, plutôt que de se dire il me faut 5 personnes à embaucher en plus, 10 personnes à embaucher en plus et je manque de moyens. No, it works the other way around. I need to see, it's my priority 1 to 10, that my employees have enough time for empathy with my client, with my resident. And in order to do that, I need to augment them with technology. It's not that I want to push technology, not at all. I listen to their problems and I see how I can solve those problems with technology. And then I just listen to them. So I'm not budgeting one way or another. I just make tough decisions like, okay, we're going to do this. We're going to implement this because in the long run, I will benefit from it because it will make it much easier to find staff. In 25 years, I never had a staffing problem. I never had difficulties finding nurses, care aides, whatever personnel I need. I could always find it very easily because there was a lot of word of mouth. And when new recruits visited our premises, so they talked to other staff members. And then your self-developed IT that fits the workflow becomes an asset. Normally, they say, oh, you have to work with this kind of logiciel. It's terrible. I hate to work with it. But now they come into an environment where another staff member says that already works there, this is great. See, you have to work this, and it fits our workflow, and they are enthusiastic. I don't have to do anything. So you say budgets. I know that I'm going to win long term with that kind of strategy. There's a return because of not only
organizing your organization that way. And there's also the benefit of using technology, which saves a lot of time. I never had a secretary, never. I don't have a bookkeeper. It's all automated. And who wants to do that work anyway? So, Et là, c'est très intéressant parce qu'on ouvre un autre pan dans cette table ronde, qui est aussi celui d'outils digitaux qui vont organiser le travail différemment auprès des soignants de maisons pour personnes âgées. Et ça veut dire qu'avec ces outils digitaux, si j'entends bien aussi, vous avez travaillé sur l'image de ces métiers, sur l'attractivité de ces métiers. C'est un des bénéfices que vous en retenez? Absolutely. Again, my priorities 1 to 10 are attracting great employees. If I have great employees, my residents will be extremely happy because that great employee has studied to be empathetic, and they haven't studied to do a lot of paperwork. So in this environment, they have enough time to treat their resident like they want to care for it, how they were educated to train for them. So for them, it's a very nice environment to work in, and my clients are very happy, and the family are also very happy. David Mauger puis Dr Boris, j'aimerais bien aussi que vous réagissiez ce que nous dit Bart Colès sur effectivement cet outil qui donne aussi quelque part plus d'indépendance aux personnels soignants, qui donne une autre image de ce métier et qui incite à réorganiser le système, l'emploi du temps, plutôt que de se dire toujours il nous faut plus de moyens, plus de moyens, plus de moyens. Sur les moyens, déjà, la première chose, c'est de réussir à avoir les ressources qu'on nous autorise à avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit quand même depuis 2, 3, 4 ans une crise de ressources qui fait que, monsieur parle du 1 pour 10, chez Denis également, c'est notre vocation. On dit une aide-soignante doit prendre 10 résidents maximum, voilà, tous les matins. Donc sur le papier, on les a et on les budgète, mais dans la vraie vie, aujourd'hui, on est plutôt à 10,5, 11 parfois. Parce que turnover, absentéisme. Parce que turnover, parce qu'absentéisme, on a une vraie crise des infirmiers aujourd'hui depuis près d'1 an. Voilà. Donc, moi, je crois, après, pour autant, il faut pas être fataliste. Et donc, je crois à la puissance de ce que vient de dire monsieur, c'est-à-dire que le directeur, avec son équipe de direction, doit faire adhérer ses équipes à un projet d'établissement. Et le monsieur parle du projet de son établissement à lui. Et je crois qu'il y a une vraie puissance et les managers ont un rôle de plus en plus important à jouer, que ce soit le directeur et les managers intermédiaires, pour faire adhérer leurs équipes à ce projet-là. Et bien entendu qu'on doit avoir l'adhésion des équipes pour faire des projets et pour gérer correctement son établissement. Et bien entendu qu'il faut qu'ils aient une certaine liberté d'action. Et moi, j'accompagnais il n'y a encore pas très longtemps une aide-soignante dans une unité protégée. Elle ne fait pas la room 1, room 2, room 3. Elle voit s'il y a la première résidente qui est levée. Ah bon, elle vient de se lever. Je vais aller l'aider à faire sa toilette. La dame là-bas dort encore, donc je vais la laisser dormir un quart d'heure de plus. Et puis après, je vais aller... Évidemment qu'il faut laisser cette liberté d'action-là à chacun. Voilà. Docteur Boris, réaction aussi, parce que c'est intéressant, on a parlé d'outils ludiques, d'outils d'aide, on a parlé d'outils très très médicaux, téléconsultation, éviter les urgences, là on parle d'outils organisationnels. Alors je vais être toujours dans la polémique. C'est le but un peu de la table aussi. Hein. Je trouve que le focus fait sur les soignants, il est absolument fondamental. La seule chose, c'est que c'est peut-être la brique 3 du dispositif. Il manque 2 briques. La première, c'est celle qui, malheureusement, concerne l'ensemble des gens qui travaillent dans la santé aujourd'hui, c'est le déficit de soignants. Alors, il vient d'où ? Il vient qu'on a des soignants qui, pour un grand nombre, changent de métier. 1, c'est le sens. Et 2, très clairement, c'est les salaires. Les salaires sont tellement bas qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'être attractif dans cette filière qui est la santé. Donc, le salaire, très bien, première chose. Deuxièmement, c'est le sens. Et là, on n'en parle pas. Et c'est le fond du sujet. C'est-à-dire... attirer des professionnels aujourd'hui, on est même obligé de dégrader, c'est-à-dire on est même obligé d'aller chercher des ASH qu'on dit qu'elles sont quasiment comme les AS, les aides-soignantes, pour faire leur travail parce qu'on n'a pas ces bras-là. Il se fait qu'après le Covid, j'ai ma collègue Dr Cuffy qui est dans la salle, on nous a demandé au niveau de l'ARS de monter des équipes parcours santé,
c'est-à-dire en gros de continuer à faire assistance aux maisons de retraite durant cette période compliquée de Covid. Et là, on va l'élargir à améliorer la prise en charge des sujets sur les maisons de retraite, donc apporter une expertise gériatrique, voilà. Donc compenser un système qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on constate quand on va sur le terrain? En fait, c'est que les soignants, la plupart du temps, ils n'ont pas les outils de compréhension de quel est leur métier. Si vous ne connaissez pas le sujet âgé, comment il vieillit et pourquoi il développe des troubles cognitifs et comment on les perçoit, comment on les comprend et comment on s'adapte, eh bien, on est à côté de nos pompes. C'est pas possible de faire du bon travail. Il faut d'abord les former, leur faire comprendre, parce que j'avais une question hier, ah oui, elle me pose 50 fois la question dans la journée, c'est une ancienne tenante d'un café, et ça prend la tête. Eh oui, mais j'ai pas de médicaments pour lui faire arrêter de parler de son passé auquel elle a accès. Donc, il y a un niveau de compréhension qui n'est pas bon. Et là, peut-être l'innovation va pouvoir nous aider. Pourquoi? Parce que quand on est responsable de personnel, qu'il faut le former, ben déjà, il faut avoir assez de bras pour avoir des gens sur le terrain et pour pouvoir les envoyer à de la formation. Et la formation, encore une fois, c'est fondamental. Donc, on peut parfaitement avoir des outils de formation de type e-learning. On voit ça dans l'industrie. Il faut impérativement mettre ça dans la santé pour trouver, un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure dans une journée et valider une formation. Après, avec du présentiel aussi, remettre du sens, voilà. Mais ce focus là, si vous voulez apporter de l'innovation de demain et pour que ce soit vraiment efficient, je pense que c'est la formation, c'est la compétence. Bart Collet, vous vouliez réagir? Yeah, a very small question. Is it mandatory to do 10 patients, or can you just choose? Because where I come from, we had regimes where a care aide could do 4 to 5 patients that are in need of a lot of care, and we had others that did 15. And we could choose, and also our employees could choose which shift they did. So, and they changed because some shifts, even when it's only 5 residents, it's much harder than doing those 15. So is it mandatory? David Moget peut-être, puis ensuite je passerai la parole, prendre un peu de recul avec Non, Charles. non, mais évidemment, le niveau de dépendance joue sur le temps de prise en charge de chaque résident. Et donc, effectivement, parfois, on peut en prendre 5, 7, 8, et puis parfois 10, 12, 14, suivant le niveau de dépendance de chaque résident. Après, comme on le disait tout à l'heure, on fait avec les moyens qui sont les nôtres. Le docteur en parlait. On a un ratio moyen de 0,65. Là où en Europe, on est plus d'Europe du Nord en particulier, on est entre 0,80 et 1. Et tout le monde et tous les rapports qui sont sortis depuis 3, 4, 5 ans disent qu'il faut aller vers 0,80 puis vers 1. Donc de toute façon, on va nécessairement besoin d'aller vers ça. Et ça donnera plus de sens à ce que font les soignants, parce que ce qui est important, c'est la relation et l'accompagnement de la personne âgée. Alors vous me faites la transition toute trouvée pour passer le micro et la parole à Charles Alési. Je rappelle que vous êtes conseiller principal auprès du service public de santé en Angleterre, mais vous avez aussi une vision mondiale des choses. Vous vous promenez un petit peu partout sur toute la planète. Et j'aimerais bien qu'on parlera d'Europe du Nord, parce qu'il y a des choses très intéressantes que vous avez vues en Europe du Nord, mais qu'on part peut-être vers un pays qui reste le pays précurseur en matière pas de vieillissement, mais de super vieillissement de la population, qui est le Japon, parce qu'ils ont un défi qui est colossal face à une population qui a énormément vieilli, et c'est ce qui va nous arriver, nous aussi, en Europe, dans les prochaines années. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas, sur la manière très générale aussi dont ils considèrent le vieillissement, qui vous a impressionné? Well, Japan is a very special place for a whole host of reasons. First, there is no primary care in Japan. So there is no shortage of GPs. They don't exist. It's a totally hospitalized system. And the Japanese system for aging works exceptionally well, but part of that is its monoculture. It is a single culture. The only person in Japan are Japanese people who share the same culture. Compare that to France, to any country in Europe, where we have multitude of cultures that actually mix together.
Also, Japan's religion, Japan's way of working is that, for example, you mentioned the seals that you were, no, you mentioned the seals that you were using for people with cognitive decline. In Japan, they really took to those very, very quickly. And I remember seeing those in 2012 when I was there. They really took to those. The old people really, they had little dancing dolls that were helping them move. I tried to introduce some of those in the United Kingdom. It was a complete disaster because older people felt disrespected because they were being treated with toys, they reckoned. So the cultural issues are really important. But we are going to have to change the way we do things. I mean, it's inevitable. The workforce isn't going to come out of nowhere. There's a whole series of issues around workforce, which I think were all amplified today in terms of how difficult the situation is. You've had your scandals in France. We could teach you. The only thing we could teach in England is scandals. We're very good at them. And we've had so many scandals that, as I was saying earlier, they now don't even make the front page. They make the middle pages because, oh yes, another scandal. So scandals happened an awful lot. And the response to scandals is even more worrying because, of course, governments inevitably think something has to be done. And the moment they say something has to be done, they introduce inspectorates, they introduce assurance, they introduce systems. A lot of those systems measure the wrong things, the easy things to measure, not care, not empathy, not outcomes, but the size of the room, the number of staff who happen to be on, and all it does is increase cost, so the spiral of decline is really, unless we change. Charles, allez-y. Le docteur Boris, tout à l'heure, nous ramenait effectivement à toutes ces questions aussi du sens des soignants vis-à-vis des personnes âgées que l'on oublie. On peut se focaliser sur la technique, on peut se focaliser sur les budgets, mais c'est bien de prendre du recul et de remettre du sens aux soignants. Si tout à l'heure nous évoquions le Japon, que vous connaissez bien, on prend encore plus de recul finalement. Ce n'est pas le sens auprès de la personne âgée, c'est quelle est la place de la personne âgée dans l'ensemble de la société. Là, on parle de place de personnes âgées. Alors, on va mettre à part les personnes qui ont des pathologies, effectivement, qui relèvent plus de l'hospitalier, c'est différent. Mais on parle de place de personnes âgées dans des établissements. Au Japon, dans une société extrêmement vieillissante, la question se pose différemment. Est-ce que vous pourriez développer ce point, s'il vous plaît? Yes, it certainly is different. But let me go back to residential homes for a second, because there's something which really struck me in Japan. One of the most wonderful things I saw in residential homes was the fact that in villages, they all lived together in very Spartan environments, because in their rooms, they had a little futon, and then they had a little box where they kept a few things. Compare that to going to an older person's house in Europe, which typically is absolutely packed with furniture as they've downsized, so you have to sort of squeeze through to get anywhere, tripping hazards everywhere, disasters, waiting to happen. Fundamentally different approach. Also, they do things together. So the first thing they did in the morning was have the communal bath together. Then they prepared breakfast together. And I imagined getting this in the United Kingdom, men and women in the same bath. I could imagine the newspapers and me in jail, the next minute, of sex in all sorts of weird things. But that is very conducive to actually keeping that sense of community. Not everything is perfect in Japan. They have a very high rate of suicide. And for some strange reason, it's accepted as being normal. C'est historique chez eux. La personne âgée, quand elle devient un poids, va dans la montagne. So, when you're out in the country, you're told, oh, and I wouldn't go to that side of the woods because you'll see people hanging from the trees, like, you see a new type of squirrel or something. It's sort of, these things happen. So they have problems, but
I think the respect of older people that they have there is something which doesn't translate very well in our Western societies. D'autant plus qu'au Japon, et on fera, voilà, d'autant plus qu'au Japon, et on fera peut-être le parallèle avec la Scandinavie où vous êtes allé aussi, la société inclut quand même énormément la personne âgée jusqu'à l'extrême limite, j'ai envie de dire. Et en Scandinavie, vous l'avez vu aussi, on donne un rôle à la personne âgée. Et comme nous rappelait le docteur Boris, c'est toujours la communication qui est fondamentale, le lien avec les autres. C'est ça qui va maintenir beaucoup de vie dans les personnes âgées. It does, but again, if we look at northern countries, they're relatively small in size. Denmark, Norway, Finland, population is around 5 million in those three countries. Finland is surrounded by polar bears up north, a neighbor who they don't necessarily like very much to one of the sides, another neighbor who, you know, historically they've always had difficulties with. So in essence, in Finland, they basically are same thing, monoculture. It's more of a monoculture, but also they're some of the happiest people in the world. If you ever go to Finland and you get lost, people come and actually take you to where you need to be. It's quite extraordinary. The first time it happened to me, I thought they were going to steal my money or something. But people are very, very courteous, and they feel they're in this together. Yes, they feel they're in this together. Same thing happens in Norway. Same thing happens in Denmark. Sense of community, and they have some wonderful care for elderly people, older people. Certainly in places like Aarhus and on the islands, they use technology, but they use empathy in the way they manage care, of course. Pour poursuivre ce que vous nous dites sur ces pays de Scandinavie, là, on est dans une table ronde où on cherche à prendre soin au mieux des personnes âgées qui sont dans nos établissements. Ce que vous avez vu, ce sont aussi des établissements très ouverts sur la société extérieure, où la personne âgée a un rôle à donner. Elle peut s'occuper d'enfants, elle peut aider à faire des devoirs le soir. Ça fait aussi partie de la vie d'un établissement ou de la vie de personnes âgées de manière générale, c'est bien cela ? Yes, and they use the intergenerational thing very much more. They get kids into residential homes and kids. COVID damaged a lot of that, of course, but before that, that's what was happening a lot, and I think it will go back to happening. Of course, they're also super aging, those three societies, especially Finland. It's very close to Japan, you know, it's the closest to Japan in Europe, so in terms of aging. So they need to fix something really quite quickly. But I think we have opportunities in Europe which we're not taking as quickly as we should do. It is possible to introduce technology and retain the meaning and purpose of the people who are working there. It is possible to introduce technology and have a system of governance, so the clinician in the middle of the night knows what to do rather than ends up having to go down the path. We just don't perhaps plan things as well as we could do. Je rebondis, ce sera peut-être la dernière question de cette table ronde avant de laisser la parole quelques minutes. Je rebondis finalement sur ce que vous nous disiez tout à l'heure, Charles. Vous disiez, mais nous aussi, en Angleterre, nous avons nos propres scandales sur les établissements de personnes âgées. La différence, c'est qu'ici, nous, on n'a pas les tabloïds. Mais bon, vous avez vos propres scandales, comme nous avons notre propre scandale. Et nous avons commencé cette session sur les scandales qui nous a permis de poser la question sur cette e-santé qui pourrait venir nous aider, aussi bien pour les personnes âgées que pour les soignants. Et par rapport à ces propres scandales, vous nous dites un scandale exige une réponse immédiate, qu'elle soit une réponse budgétaire, une réponse technique, pour tout de suite, dans l'urgence, apporter une réponse. Mais est-ce qu'on ne doit pas aussi prendre du recul par rapport à nos propres scandales ? L'une des différences que l'on a majeures avec le Japon ou même certains pays du Nord, c'est qu'on va apporter une réponse sur l'extrême fin de vie ici, qui va être une réponse très très forte. Faut-il aller aux urgences, pas aller aux urgences ? On va apporter très peu de réponses sur les années, très longues années, avant d'arriver à l'extrême fin de vie. Est-ce que c'est pas ça la principale différence avec la Scandinavie ? Well, it is the difference, yes, but surely we can do an awful lot around those years of life. We have been very successful all over the world at increasing longevity,
the years we live. We have been very unsuccessful, on the other hand, at actually compressing the time when we live in misery before we die. So just increasing the number of years actually doesn't help anybody, doesn't help the state, doesn't help the individual. But increasing the productive aging is what we need to be thinking of. And this is where we have the solutions, because the management of all non-communicable diseases, as we all know, is lifelong. And therein the opportunity. Docteur Boris. Oui, alors, en fait, c'est nos systèmes de santé ou de prise en charge du vieillissement qui n'a pas évolué avec le prolongement de la vie. Comme Charles vient de le dire, il y avait des comparaisons des systèmes de santé en Europe et on avait parmi les meilleures espérances de vie en Europe, par contre, équivalent avec les pays nordiques. Par contre, en termes de morbidité, c'est-à-dire de perte de l'autonomie à âge égal par rapport à ces populations, on était en milieu de classement, c'est-à-dire en gros, c'est le parfait indicateur du fait qu'on n'a pas développé la prévention. C'est-à-dire que l'idée, c'est éviter d'être malade, d'avoir des pathologies graves pour avoir une bonne qualité de vie. Aujourd'hui, il ne faut pas mélanger les discours. C'est-à-dire que là, on fait un focus sur les maisons de retraite. Par contre, il faut quand même saluer l'initiative qui a été portée par le gérontopole à Toulouse et le professeur Velas. C'est dans le paysage de l'ultra-médicalisation, de la technologie, voilà, des IRM, des examens spécifiques, très pointus, voilà. Il a apporté cette touche de dire mais non, mais attendez, là, juste on prend des personnes de plus en plus malades, polypathologiques, et si on les prenait avant? Donc c'est le développement de la notion de la fragilité avec le programme ICOP qu'il est en train de développer, qui est une solution de e-santé extrêmement innovante. C'est d'aller chercher des gens qui sont autonomes, qui ont des indicateurs, et les accompagner dans un meilleur vieillissement. Mais là, on tombe dans un impasse, c'est-à-dire qu'on va en faire le diagnostic, mais il manque après, qu'est-ce qu'on va leur proposer? Parce qu'ils ne sont pas malades. Donc, ce n'est pas du champ de la médecine générale, ce n'est pas du champ de la médecine, c'est du champ de la société, de la stimulation, de choses et autres. Donc ici, c'est en train de se mettre en... Donc il faut vraiment le pousser, il faut saluer que pour une fois, il y a une initiative de prévention. Par contre, les thématiques qu'on a abordées là, c'est l'extrême limite des populations qui sont vraiment très, très dégradées. Et ça demande une autre logique. Voilà. Bart Collet, très rapidement, effectivement, est-ce qu'on ne se focalise pas un tout petit peu trop sur voilà, l'extrême fin de vie, et on ne néglige pas tout ce travail de prévoyance, ce travail de communication, socialisation de la personne âgée avant qu'elle n'arrive à un état trop dégradé? Est-ce qu'en Belgique, les choses sont différentes ou pas? Non, pas du tout. We are still having sick care. We don't have health care. So that preventative kind of actions where there's also value-based care and so on, where you are rewarded to keep people healthy from an insurance perspective, from a government perspective, but also from a hospital perspective. It needs systemic change. It's a lot of people that need to take one step forward. And in healthcare, a lot of people need to take a step forward to build such a system. Quelle belle conclusion, n'est-ce pas? Vous avez vu comment on est parti d'outils digitaux très concrets, développés après les confinements, de communication, de jeux, de robots ou autres, et pour élargir en se disant c'est un système plus large qui doit bouger. Je vous propose de prendre quelques minutes, 4 ou 5 minutes avant le déjeuner pour poser toutes vos questions à nos invités si vous en avez. À la fois un regard international avec Charles, un regard plus local avec Enedis ou le docteur Boris, un regard différent avec quelqu'un qui dirigeait aussi un établissement en Belgique. Je regarde s'il y a des bras, des questions qui se lèvent, ou alors tout le monde est dans ses pensées. Réaction, remarques, témoignages. Hein? Eh bien, alors on va aller sur la félicitation et les applaudissements, effectivement, pour cette table qui était vraiment très complète et passionnante.
sur cet enjeu des personnes âgées, des établissements pour personnes âgées, la manière dont la e-santé peut venir les aider. Merci à tous, merci à nos participants, puis bon déjeuner, à tout à l'heure.